Bonjour à toutes et à tous, les législatives ça continue et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui William Rouanet du mouvement Tous Unis pour le Vivant, représenté par les écologistes. Alors, mouvement écologiste indépendant, issu du rapprochement des deux partis, le Trèfle et le mouvement Hommes, Animaux, Nature, le MAN. Tout ceci sur la 5e circonscription de l'Hérault. William Rouanet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, nous allons dans un premier temps parler de vous, si vous le voulez bien. D'où venez-vous? Quand et comment est né cet engouement pour la politique? Et je vous poserai une autre question suivante. On va déjà s'arrêter à ça. Bien écoutez, je suis né à Arles. Ouais. Voilà. Je suis d'origine héroltaise par mon grand-père. La passion de la politique est depuis l'âge de 17 ans. Déjà à Arles, j'avais commencé à me lancer sur l'écologie. Et puis il y a une dizaine d'années, sur une idée, je me suis présenté à la mairie, au municipal à Gabian, et puis j'ai continué à faire les départementales, régionales et les législatives de 2017. Et puis là, bon, la petite bête qui grimpe. Oui, c'est vrai que c'est bon. J'ai toujours été attentionné par rapport à tout ce qui touche à la nature, voilà, l'environnement. Ouais. Alors justement, ma question suivante, c'était pourquoi avoir rejoint le mouvement écologique? Donc vous venez d'y répondre. Le rapprochement, le Trèfle et le MAN, quelle différence et pourquoi l'un plus que l'autre? Du coup, vous appartenez entre guillemets auquel? Moi, je viens du Trèfle. Voilà, vous venez du Trèfle. Qu'est-ce que le Trèfle? Alors le Trèfle, c'est le nouveau écologiste indépendant, ouais. qui est un mouvement qui est de Albert Lapeyre, qui est sur Marseille, oui. Qui est conseiller d'ailleurs du secteur 3. Donc c'est un mouvement qui rassemble toutes les personnes qui souhaitent, disons, porter leur contribution par rapport à l'écologie, mais surtout d'une idée qui est ni de gauche ni de droite. Voilà, on est vraiment ouais, voilà, on est vraiment indépendant. Voilà, indépendant. Et du coup, le MAN, c'est quoi? Quelle est la différence entre le Trèfle et le MAN? Alors le MAN, c'est un mouvement qui a voulu nous rejoindre, qui a à peu près on a les mêmes idées, qui est plus axé sur tout ce qui est le monde vivant. D'accord. Et le Trèfle rassemble tout l'ensemble, disons, d'idées écologiques, et tous les deux se sont fondés pour faire campagne sur, disons, les législatives. Très bien. Merci de cette réponse. Donc, nous allons à présent évoquer le premier point de votre profession de foi, la beauté de la France comme un repère de notre société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh ben, disons, ça sera de redonner à la France, si on veut, son paysage. Voilà, on n'est pas contre, par exemple, les éoliennes, mais on est... on n'est pas pour non plus. Voilà, pas pour. Ben, disons, ça sera plutôt de pas dénaturer le paysage. Voilà, c'est surtout ça. Et puis éviter tout ce qui est urbanisation. On va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme source alternative aux éoliennes, du coup? Bon, comme on a proposé, de continuer sur une politique d'utiliser, bon, à l'heure actuelle, on va pas se voiler la face. Ouais, voilà. Concernant les centrales nucléaires, bon, on est contre, disons, le projet d'en construire des nouvelles, mais par contre, utiliser celles qui sont actuellement. Et les restaurer, peut-être. Et les restaurer aussi, parce que c'est vrai qu'il y a certaines qui doivent être revues. Ouais. Et par contre, bon, après, utiliser toutes les alternatives qui existent d'énergie renouvelable. Lesquelles? Il y a par exemple les panneaux solaires, enfin, il y a beaucoup de... et par contre, concernant les éoliennes, peut-être utiliser celles qui sont actuelles, mais pas... Il paraît que les parcs éoliens ont une durée de vie. Oui, c'est vrai. Et de combien, vous le savez? Ou pas? C'est une question, je me pose la même. Disons, ça a une durée de vie, c'est vrai que... d'énergie, enfin de possibilité de rendre l'énergie. Donc,
il me semble que j'ai entendu dire 10 ans, mais j'en suis pas oui, sûr. C'est hein. ce que, oui, 10 ans, et puis qu'après elle reste dans notre paysage pendant... Voilà, après il faudrait les démanteler, enfin, il faudrait les démonter. Donc c'est pour ça qu'il y a le projet de ne pas en faire plus. Voilà, et quand on entend que certains secteurs ils veulent en créer, c'est plutôt, il y a d'autres, je pense que par exemple les projets de panneaux solaires, comme il était pour parler sur Gabian de faire un projet, après au bout d'un certain temps, de 20, 30 ans, 40 ans, redonner à la nature en enlevant. C'est pas super joli les panneaux solaires dans la nature non plus, quand on voit des parcs c'est vrai que de panneaux solaires, ça n'a rien de top quoi, c'est pas aussi haut. Mais comme on vit dans un progrès où nécessité, c'est difficile de projets alternatifs. Maintenant, il existe, c'est vrai, le style de l'éolienne sous-marine. Enfin, il y a d'autres projets qui sont pas mal. Voilà, il y a ceci aussi qui est à développer et à produire aussi ce projet-là. Donc, du coup, ce qu'on pourrait pas mettre sur terre, on pourrait le mettre sous l'eau. Il y a un petit peu quelques petits animaux sous l'eau. Voilà, il y a ça aussi. Donc c'est pour ça que, tout à fait. Donc c'est pour ça que, et maintenant après, c'est vrai que le principal objectif, c'est de consommer moins l'énergie. Ouais. C'est ça surtout, d'essayer de sensibiliser les gens à moins consommer, et ça permettra d'éviter... C'est ce qui va être le plus compliqué à faire, non? C'est vrai, avec le progrès, la vie, on utilise tous les moyens... Et puis on est dans une société de consommation, faut pas l'oublier. Il y a ça aussi, tout à fait, c'est vrai. Alors, nous allons passer actuellement, à présent, à l'urbanisation. Donc vous arrêterez le débordement, vous souhaitez arrêter le débordement de l'urbanisation sur les terres agricoles et les espaces naturels. Alors, ok, pourquoi pas. Du coup, où les gens pourront-ils se loger? Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre et les villes sont saturées. Donc vous proposez quoi? Eh bien, disons, ça sera de proposer on va dire sur les logements, les rénover les logements qui souvent sont inhabités ou vraiment insalubres également. Donc il y en a. Et tout à fait. Donc il y aurait déjà ça, restauré. Et il y en a beaucoup. Oh, il y en a quand même. Si un certain nombre. Bien, il y en a un certain nombre qui restent comme ça à l'abandon et je pense que c'est une solution à... Donc les réquisitionner en soi. Oui, de trouver... Parce que ça peut appartenir à des propriétaires. Tout à fait. Peut-être pas envisager aussi brutalement une réquisition. Non, mais enfin, non, ok, le mot est fort. Voilà. Mais je pense qu'un partenariat pour que des gens... qu'il y ait des possibilités... Très bien. Alors... après, j'en suis où? Oui, pardon, excusez-moi. Donc, vous reviendrez à une gestion respectueuse de la forêt française en métropole et en outre-mer. Lorsque vous regardez autour de nous, vous avez vraiment l'impression que l'ONF exploite nos forêts de façon intempestive? Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent, il y a un abus qui peut être. Je pense qu'on peut retrouver un élan pour qu'on évite de. Il faut reboiser ou il faut arrêter de couper? Il faut envisager de reboiser automatiquement quand on a coupé, mais bon, essayons de... Sur des essences naturelles ou pas? Essences naturelles. Ouais, ok. Vincent, je vous laisse la parole. Vous avez des questions à poser. Alors, juste avant, petit aparté qui n'a rien à voir avec notre interview politique. Je précise à nos auditeurs et à nos auditrices qu'il y a un petit fond sonore que vous pouvez peut-être entendre qui est pas dû à un problème technique. C'est en fait des travaux qui ont lieu juste à côté de la radio. Du coup, indépendant de notre volonté. Voilà, exactement. Donc, désolé pour ce petit problème que vous pouvez... Que l'on entend bien, d'ailleurs. Entendre en fond sonore. On n'y est pour rien. Donc, William Rouanet, donc, pour en revenir à votre programme Tous unis pour le vivant, le point numéro 2 de votre programme, vous souhaitez une politique énergétique pragmatique axée sur la baisse des émissions de gaz polluants, comme vous l'évoquiez plus tôt. Comment souhaitez-vous concrètement réduire les consommations d'énergie? Eh bien, disons, nous ferons, comme j'ai précisé, un couple entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Voilà.
Donc, comme là, on a marqué hydroélectricité, et puis également sans construire de nouvelles centrales, nucléaires. Voilà. D'accord. Mais alors là, vous parlez de la production d'énergie, mais comment on réduit justement la consommation d'énergie nationale? Quels secteurs sont visés? Y a-t-il ça sera surtout de sensibiliser les gens à réduire leur consommation. Donc avec des campagnes de sensibilisation. Voilà, des campagnes de sensibilisation. Après, qui toucheront donc les particuliers en priorité. Oui, les particuliers, puis après, bon, bien entendu aussi les entreprises, de leur faire comprendre un petit peu aussi à réduire leur consommation. D'accord, très bien. Je vous rends la parole, Agnès. Pardon. Merci Vincent. Alors, nous allons à présent évoquer le respect de l'animal, le respect du vivant. Vous souhaitez créer un ministère de la condition animale. Tout à fait. Vous ne pensez pas que nos concitoyens peuvent se dire encore un ministère, un de plus? Oui, alors pourquoi et comment, s'il vous plaît? Disons, c'est nécessaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est nécessaire. Bon, même s'il y a des préoccupations comme le pouvoir d'achat, les gens vont vous dire il y aura des priorités plus importantes, mais je pense que la condition aussi animale est une nécessité. Et je crois que ça permettrait certains abus qui peuvent des fois avoir lieu. Et puis en même temps, une reconnaissance vis-à-vis de la condition animale. Justement, ce matin, j'étais au bureau de presse Pénaroyas au village, et il y avait une photo comme quoi on avait trouvé une maman, donc une chienne, avec ses 4 petits aux souliers, abandonnés. Qu'est-ce que le ministère pourrait faire pour ce genre de choses, justement, contre ce genre de choses? Disons, je crois qu'il faut sensibiliser les gens, et puis en priorité, il faut aussi mettre des sanctions lourdes. Je pense qu'il y a des amendes, et puis même voire une peine de prison pour des personnes qui agissent de la sorte. On va arriver là, on va être en plein été. Tout à fait. On va retrouver des chiens attachés sur les autoroutes. Ouais. Voilà, et la SPA de nouveau va être pleine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Il faut que les gens comprennent qu'un animal, c'est pas un objet, et avant tout, un animal doit être respecté, et si on le prend, on s'engage pour une certaine durée de vie, au moins en moyenne 15 à 20 ans. Donc voilà, et puis lui aussi, il est sensible, c'est un être sensible. C'est un être vivant surtout. Tout à fait, c'est un être vivant. Un être vivant, et surtout qui est doué de sensibilité, qui a des émotions, qui ressent des... Ouais, tout comme nous. Tout comme nous, tout à fait. Alors, justement, à ce propos, vous souhaitez interdire les spectacles fondés sur la torture. J'imagine que vous faites référence à la corrida? Oui, ça c'est vrai qu'il faudra, comme on a dit, lancer un référendum pour sensibiliser, pour voir, envisager l'interdiction pure et dure de la corrida. Référendum citoyen. Référendum citoyen. Alors, justement, c'est quand même un art. Enfin, un art. C'est considéré comme un art depuis 1836. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir faire entendre que ça n'est pas un art et qu'il s'agit bien là d'une torture? C'est pas un art. Enfin, pour moi, c'est considéré comme tel. Hein. J'ai pris Wikipédia ce matin. C'est vrai. Et c'est considéré comme tel. Pour être né à Arles, ville tauromachique, enfin, c'est dommage parce que, pour revenant à Arles, il y a par exemple les courses camarguaises, il y a les cocardes d'or, et c'est 10 fois plus beau, c'est même 1000 fois plus beau que de voir un taureau en train d'agoniser et de mourir dans une arène. Certains ont peut-être le plaisir de voir cela, moi je sais que non, mais je ne considère pas ça un art de voir un animal mourir de la sorte, voilà. Il est vrai que bien souvent on nous dit que les toreros, c'est ça, celui qui danse à côté, c'est le torero. Le torero prend aussi, lui, de gros risques, si ce n'est que le taureau, lui, n'a rien demandé. C'est ça, tout à fait. On lui a juste dit, on lui a même pas dit, on l'a mis quelque part pendant quelques mois, puis on lui dit allez hop, tu sors et on y va. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense dans le siècle qu'on vit, en 2022, devrait être interdit.
Donc vous souhaiteriez l'interdire purement et clairement. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas vous faire des amis. Non, mais de toute façon, bon, par exemple sur Arles, tout le monde était au courant, mais il y en a qui, bon, même dans la famille, il y en a certains qui aiment cette pratique. Moi, je sais que non, j'ai jamais vu. Vous savez, c'est quelque chose de particulier, mais je pense que à l'heure actuelle, avec l'époque qu'on vit, l'animal, justement, on souhaite qu'il évolue, qu'on le respecte de la même façon que l'humain, qu'on le considère, voilà, qu'on le considère comme. Et malgré que ce soit pas un chien ou un chat, un taureau doit être respecté au même titre. Voilà, tout à fait. On est d'accord. C'est un être vivant, comme vous avez dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est. Et lui aussi, il est doué de sensibilité, malgré que c'est un animal sauvage, il a quand même un esprit sensible. Ouais. Bon, j'allais passer à quelque chose, mais non, je raconterai pas là. Nous allons à présent passer aux conditions d'élevage, de transport et d'abattage. Alors, qu'est-ce que vous entendez par les conditions d'élevage? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ne plus voir? Disons des élevages, plutôt que ce soit un élevage familial, voilà. Intempestif. Voilà, que ce soit plus intempestif comme comme on voit à l'heure actuelle dans certaines, même fermes, comme les fermes de 1000 vaches, en fait, des choses qui sont... 1000 vaches, c'est trop? Je sais pas, j'ai aucune connaissance de ça. Oui, pour moi, c'est un sens où, après, ça fait de la production, mais il faut mieux faire de la qualité avec un petit nombre que de faire quelque chose d'immense, et après, on perd la qualité, et puis on perd tout l'ensemble. Ouais. Alors, du coup, ça peut être digne jusqu'à combien de têtes? À peu près, ça, approximativement. Je sais pas combien. Puisque 1000, c'est trop. Oui, déjà, après, voilà, après, c'est une chose où la ferme, après, c'est à voir, à juger au moment venu, quand on aura fait un rapport sur ceci, et d'envisager, mais je pense que quelque chose qui reste productif, une faible quantité, qui reste... qui peut nourrir la famille et le village. Oui. De toute façon... Qu'est-ce qu'on fait de l'économie mondiale, alors? L'exportation. Ça, c'est vrai que... La richesse de notre pays. C'est la chose qui... mais bon, ça nous mène à de la production, de la surconsommation. D'accord. Et c'est vrai que bon, c'est mieux de revenir à un cercle court, local. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec, même à l'heure actuelle, les produits qui souvent manquent dans les rayons, qui peut-être, tout ce qui sera... D'ailleurs, on voit beaucoup de viandes qui viennent de pays étrangers, alors qu'on produit énormément en France. Tout à fait. Mais bon, la qualité, que des fois, on voit bien que... C'est pas la même. Tout à fait. Alors, donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez appliquer comme loi là-dessus? Je pense que, ça serait de sensibiliser, disons, de faire surtout une loi que on puisse, pour les conditions d'élevage... Ouais. Que ça reste sur un domaine restreint, enfin qui soit plutôt familial, qui reste... Que les bêtes voient le jour, voilà, qu'elles puissent courir dans les pâturages. Tout à fait, qui est plus... Qui est de la nourriture saine. Que ce soit en plein air, enfin voilà, qui est un respect de l'animal dans ses conditions. Ok, du coup, le transport et l'abattage. Alors, l'abattage. Oui. Enfin, et le transport aussi. Le transport aussi, parce que c'est vrai. Bien souvent, on en voit sur la route. Tout à fait. Ils sont tous serrés les uns contre les autres, les pauvres. Voilà. Ça, c'est vrai que ça devrait être, disons, totalement interdit, qu'on respecte l'animal. Après, il y a d'autres procédés. Il faut savoir qu'il faut développer les abattoirs mobiles aussi. Les pays du Nord ont créé ceci, qui permet de venir à la ferme, que l'animal ne subit pas un stress de partir, qui soit, disons... Mais du coup, mais là, après, on a des normes sanitaires là-dessus. Oui. Et on en a plein en France, des normes sanitaires. C'est vrai que c'est... Mais bon, l'abattoir mobile permet que ce soit, disons... Ah oui, je suis bête. Voilà, l'abattoir mobile vient, donc automatiquement, il vient sur place, à la ferme, et l'animal n'est pas stressé. Voilà, à l'inverse d'aller le transporter des fois des heures, et ensuite être amené à un abattoir où là il va être souvent abattu, de toute façon. Et puis pas respecté par les personnes. Enfin, là aussi, je dis pas qu'ils vont le respecter, mais un abattoir mobile, il reste à la ferme. Disons que mobile, j'ai envie de dire, s'il y a les propriétaires qui sont sur place, ils seront peut-être un peu plus amenés à faire attention. Tout à fait. C'est ça, qu'ils verront leurs bêtes pas partir et puis après livrés à eux-mêmes dans des conditions effroyables.
Mais quoi qu'il en soit, ça agit sur la qualité de la viande d'un animal stressé. Oui, ça agit. On n'a pas une belle qualité derrière. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand ils font c'est vrai qu'un abattoir mobile ne va pas faire la production comme un abattoir traditionnel, mais et ça existe déjà. Ça existe, ça se développe, mais bon, ça reste encore à petite échelle. Donc, il faudrait le développer. Ça serait à développer. C'est une idée qui devrait être prise pour, disons, éviter tous les problèmes qu'il y a dans les abattoirs traditionnels. Alors justement, les abattoirs, bon, on sait qu'il y a quelques soucis dans certains abattoirs. Comment est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus, mais sans vous rendre de façon impromptue dans ces abattoirs? Parce que pour le voir, c'est bien gentil de dire, bon, il faut qu'on arrête tout ça, mais tant que vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas le constater. Et puis c'est pas de leur dire, tiens, on passe tel jour à telle heure. On est d'accord? Tout à fait. Pourquoi on ne parle pas d'aller faire justement ce type de visite de façon impromptue pour voir vraiment comment ça se passe? Et puis il y a une autre solution aussi qu'on envisage, c'est la vidéosurveillance dans les abattoirs, de mettre carrément des caméras qui permettraient de filmer, de voir comment se comportent disons les personnes qui sont chargées de... Ouais, mais alors là, vous passez dans l'atteinte à la vie privée des gens, enfin, voilà, disons, c'est pas un lieu privé. C'est pas cool, quoi. Voilà, l'abattage, c'est vrai que c'est pas un lieu privé, donc ça reste sur une entreprise où la personne amène un animal pour être, disons, abattu, et je pense que on doit le respecter. Oui. Même si, ce sont des conditions qui sont, De toute façon, elles sont jamais très agréables au final, me semble-t-il. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, maintenant à l'interdiction de la chasse à courre et des lâchers de gibier. Alors, pourquoi cette interdiction de la chasse à courre? Alors, on n'est pas contre la chasse. Déjà une précision. J'ai bien compris. Voilà, c'est la chasse à courre. Voilà. Donc la chasse à courre, parce que c'est un procédé qui mène à l'épuisement de l'animal et qui respecte pas pour nous, qui ne respecte pas les conditions c'est pas une chasse traditionnelle où la personne va aller là c'est chasser avec des chiens, chasser avec chevaux. En fait, et dans une chasse traditionnelle, comment on appelle ça, une diane. D'accord. On en a, nous, parfois en forêt, des dianes, donc il y a X messieurs, X chasseurs, avec X chiens, l'animal va être épuisé de la même façon, là, on est bien d'accord. Ouais, mais en fait, les conditions de la chasse à courre sont vraiment particulières. On est vraiment contre ce procédé qui est, en plus, ça amène jusqu'à l'épuisement de l'animal, qui sera même pas, disons... capable d'essayer de s'enfuir. Tout à fait. Donc il le mène jusqu'à un épuisement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment totalement... on est contre cette idée de chasse à courre. Très bien. Est-ce que vous pensez également réglementer la chasse traditionnelle par rapport aux accidents, parce qu'il en arrive, et qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ça? Disons, la sécurité, la sécurité est une priorité. C'est vrai que pour tout chasseur, on passe les permis de chasse maintenant, avec quand même qui est assez difficile à obtenir. Ouais. Donc après, c'est de sensibiliser, mais il faut sensibiliser tout le monde, tous les acteurs qui sont dans la nature. Enfin, il y a le petit coup de rouge de 10h du matin quand c'est pas le pastis, à midi. Ça donne des gens au final. Ouais, en fait, pas tous les chasseurs. Non, pas tous les chasseurs. On est d'accord. On va pas. Et c'est vrai qu'ils sont, tous les chasseurs. Ils sont utiles pour régulariser, voilà. Ouais. Et tout ce qui est les nuisibles, tout ça. Donc ils sont quand même Ils mangent les plantations, etc. Voilà, tout à fait. Parce que ça, c'est vrai que c'est un fléau. Ouais. Et je pense que ce sont des acteurs de l'environnement, les vrais chasseurs qui respectent l'environnement et qui sont utiles
pour vraiment tout ce qui est, comme vous avez dit, les détériorations que peut faire certains animaux. Ouais. Parce que maintenant, bon, le mot nuisible aussi dépend. Ouais, voilà, il faut faire très attention à ce que l'on dit. C'est vrai qu'ils ont sorti un autre nom, Endzone. Donc c'est vrai que c'est pour ça que... Pardon de vous interrompre, on a un problème au niveau de l'antenne, du coup on n'est plus en direct, l'enregistrement continue de fonctionner, mais je dois aller voir sur le site de diffusion pour réparer un petit problème technique. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc je peux te laisser continuer peut-être écoute, oui, l'enregistrement. laisse-moi continuer, Ouais. on va... Aïe, bon, Oui. de toute façon, ce sera rediffusé, mais... On fera... Désolé pour vous, Non, William. c'est rien, Ok. c'est rien. Donc tu as les clés. Ouais, c'est bon. Merci Vincent. Bon, écoutez, on va continuer. Il y a l'enregistrement qui tourne, donc c'est déjà bien. Ce sera diffusé sur Facebook, quoi qu'il en soit. D'accord. Merci. Ouais, ce sont tes questions. Ok. Donc, nous allons continuer. Alors, vous évoquez également le lâcher de gibier. Du coup, c'est plus de la chasse, c'est plus du sport. C'est un bestiau qui a été nourri Oui, c'est vrai que par des graines, enfin par je ne sais quoi. Voilà, on veut plus de lâcher de gibier, qui est dans le sens que ce qui est élevage, c'est pas le vrai sport, enfin disons la vraie pratique de la chasse, c'est de partir à l'aventure pour pouvoir, chasser, mais pas qu'il y ait une facilité de lâcher, que souvent le gibier a pas peur de l'homme, donc c'est pour ça que c'est pas utile de... Et puis, alors, justement, donc, il y a 2 minutes, vous parliez de nuisibles, mais on élève ces nuisibles pour aller les tuer derrière. Parce que c'est ça le truc. Oui, c'est un petit peu contradictoire, non? Bon, le gibier, c'est différent. Là, le nuisible, c'est, oui, si on veut, c'est le sanglier, les choses comme ça, si on veut. Voilà, mais ça vient, ça détruit les jardins, donc on les appelle les nuisibles, les potagers. Mais d'un autre côté, on les élève pour que l'homme puisse avoir son sport. Oui, c'est un peu... Après, bon, comme je dis, chacun doit, disons, de sa passion. Maintenant, c'est vrai que le lâcher de gibier d'élevage n'est pas quelque chose qui apporte son utilité. Maintenant, voilà, après qu'on soit pour ou contre la chasse... Non, j'entre vraiment là-dedans. Voilà, lâcher de gibier, du coup, c'est pas sport. Voilà, il a pas peur de l'homme, il a été élevé par l'homme, et d'un coup on le met en pleine nature, il trouve ça plutôt sympa. Et puis il y a les chasseurs qui sont là, et on ne parle plus de chasse à courre, mais de chasse traditionnelle. Et puis là, tout à coup, faut courir, parce qu'il y a les chiens, parce que c'est pas très sport. Non. Voilà. C'est juste ce que je souhaitais dire. Après, justement, dans le même cas de figure, on a les lâchers de truites. Ça non plus, c'est pas sport. Oui, tout à fait, c'est vrai. On est plus sur... C'est vrai, on n'est plus sur une pêche traditionnelle qui reste, disons, le plaisir d'attraper son... Ouais, voilà, parce que moi je vois parfois des lâchers de truites, je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. Je vois tous les pêcheurs en ringuette, comme on appelle, et puis, allez, on sort la truite, je veux dire, c'est... Enfin, pourquoi faire un lâcher de truite? On n'a qu'à leur donner, ils payent directement. C'est pas rigolo, c'est pas sport. Non, c'est ça. Ça doit rester disons, que ce soit la chasse ou la pêche, ça doit rester un plaisir de la nature où on peut rentrer bredouille, comme on dit, c'est-à-dire avec rien. Et ça doit rester. Et puis ça doit rester aussi pour sa consommation personnelle. C'est ça. Quelque chose qui soit un plaisir, mais qui reste à une taille ou qui soit pas disons plutôt une quantité. D'ailleurs, il me semble que c'est régulé à 6 truites par jour et par personne, ce que l'on appellera donc une consommation personnelle, puisqu'on peut y aller tous les jours. Oui, c'est un peu, ça fait quand même un peu, voilà. Enfin, un peu beaucoup, oui. Mais bon, allez. Je vais vraiment pas me faire d'amis, c'est pas grave. Alors, vous pensez abolir l'expérimentation sur les animaux
par la toxicogénomique. C'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est quoi la toxicogénomique? Disons, ce sont des méthodes substitutives qui sont, qui permettent de ne pas utiliser disons, les animaux. Donc, ce sont des procédés alternatifs. Ouais. C'est sur des cellules, sur des... sur des cellules, parce que j'allais vous dire... toxicogénomique, le préfixe n'est pas super engageant. Oui. Toxico. Oui, tout à fait. Donc, si on remplace quelque chose sur l'animal pour le remplacer par quelque chose de toxique chez l'humain, c'est pas cool. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens. Voilà. Mais c'est surtout d'utiliser toutes les méthodes alternatives. Et puis, de toute façon, les animaux, ça a souvent servi à rien, puisque l'animal ne répond pas de la même façon que l'humain sur ces procédés. Du coup, si je comprends bien, toxicogénomique, il y a le génome, petite cellule, on va injecter une toxine dans ce génome et on va voir comment il se comporte. Tout à fait, c'est ça. Ok. Merci. On va à présent parler du point numéro 4 de votre profession de foi, une politique de santé où le patient est au cœur de la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'ensemble que le patient, il sera décisionnaire de tout ce que il va être au cœur, disons, du système de santé. Par exemple, la liberté vaccinale. On est pour la liberté vaccinale. Ça veut dire quoi en clair? Disons, ça sera le patient qui sera libre, fini les restrictions, fini tout ce qui est un peu d'assistanat, imposer les choses. Ce sera le patient, il va être vraiment libre de lui-même. Donc là, si je comprends bien, vous étiez contre ce qui s'est passé durant ces 2 ans, 3 ans, les masques, le pass vaccinal. Vous êtes contre? Contre, mais surtout ça a été exagéré, voilà. Après, il y a des choses qui sont... Est-ce que du coup, les chiffres de mortalité ont été exagérés? Est-ce que c'est faux? Ça, je suis pas vraiment spécialisé là-dedans, mais enfin, maintenant, après, certains ont dit que oui, que ça avait été... maintenant, après, je veux pas rentrer... Ouais, non, mais enfin, voilà. Et parce c'est vrai que être contre, ok. Disons, nous, mais on est-ce que c'était un fast, voilà. un canular? Non, il n'y avait pas. C'est sûr qu'il y avait quand même une épidémie. Il y avait maintenant après, les gens sont libres de leur choix. Il n'y avait pas besoin d'en arriver à un point où il fallait imposer la vaccination. Je pense que la liberté vaccinale de chacun, on doit être. Moi personnellement, je ne suis pas vacciné. Chacun ses choix. Là. Voilà, je dirais, voilà, après chacun. Je veux juste voir comment vous voyez les choses. Voilà, c'est chacun, on a notre idée, mais maintenant, après, voilà, chacun, on est libre de le faire ou de ne pas faire. Maintenant, ça doit pas devenir une imposition, et voilà. Ok. Alors, privilégier la prévention et respecter le patient. Ben non, je suis bête, c'est ce qu'on vient de faire. Alors oui, privilégier la prévention, ça veut dire quoi? Disons, on privilégie la prévention, disons, du patient, tout ce qui est, disons, de le prévenir. Ça sera la prévention, ça va être de prévenir avant qu'il y ait un problème d'ordre... Ah mais genre, je suis fumeuse, le médecin va me dire attention Agnès Tournière, cessez de fumer, vous risquez d'avoir un cancer. Oui, ça sera la prévention de vous sensibiliser, d'essayer d'arrêter de fumer ou de prendre une alternative. Fait. Voilà. Après, chacun... On y est dans la prévention, il y a de la pub en permanence contre la cigarette, pardon. Et puis contre plein d'autres choses, contre l'alcool, contre ceci, contre cela. Tout à fait. C'est vrai que ça y est, mais bon, ça sera de sensibiliser encore plus. Mais ça s'appelle pas respecter le patient, ça aussi, c'est choix. Oui, c'est respecter. Pourquoi un vaccin et pas une cigarette?
Ben, disons, bon, la liberté vaccinale, ça c'est vrai que c'est une chose. Après, bon, ça, sachant très bien que c'est nocif pour la santé, donc tandis que... Le Covid aussi, c'est nocif pour la santé. Oui. Mais enfin, bon, il y avait le risque de l'attraper ou de pas l'attraper. Là, la cigarette... là, il y a le risque de passer à côté aussi. Oui. On se dit, on espère toujours passer entre les mailles du filet et entre les gouttes. En général, quand on est fumeur, on n'espère pas y aller. Hein. C'est vrai que, mais bon, quand on fume ou on boit, enfin, on sait qu'on s'expose à un gros problème. Mais enfin, bon, ce sera la prévention avant tout. Ok. Bon. Donc, on va accentuer sur la prévention. Donc, ouais, je vous demandais comment pensez-vous privilégier la prévention et par quels moyens. Donc, on en a parlé. Ah oui, vous parlez du respect des thérapies non agressives. Vous faites référence à quoi? Alors, disons, tout ce qui est phytothérapie, homéopathie, enfin, ce sont des moyens qui doivent être pris en charge même par la sécurité sociale. On doit remettre... Ok, ça veut pas dire que vous êtes totalement contre justement des thérapies un peu plus agressives telles que la chimiothérapie, la radiothérapie. On doit se passer de certaines choses qui... Maintenant, après, on doit respecter le choix justement de la personne qui choisit en parallèle souvent de l'utilisation. Voilà, de l'utilisation de celle qui est conventionnelle, de prendre une non agressive à côté pour pouvoir que ça soit parallèle, voilà, en parallèle. Vous n'êtes pas en train de nous dire que seule la phytothérapie peut soigner des cancers? Non, on n'en est pas à ce point-là. Merci. À déraisonner. On reste sur l'écologie, l'environnement, avec quand même un respect de notre... Ok. Donc la liberté vaccinale, abrogation des brevets sur les vaccins. Ça veut dire quoi, abrogation? Disons, ça sera pour les profits, tout ça. Donc l'abrogation des brevets. Ça veut dire, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que on doit pas payer, c'est ça? Disons, ça sera une abrogation des... Que veut dire abrogation? Je n'ai pas la vérité. Abroger, donc c'est abroger, annuler. Annuler le brevet. Donc ça serait de... Mais ça veut dire plus de vaccins. Ça serait de faire des vaccins, mais qui est plus un monopole de... D'accord. Et mais pour les faire, il faut des chercheurs. Oui. Il faut les conceptualiser. Enfin, je sais pas comment on dit. Je sais pas si ça sera pour une utilité publique. Voilà, ça sera pour... Mais il faut payer quand même. Ça a un coût, tout ça. Ça restera sur l'utilité publique et non pas un profit. Voilà, ça sera surtout sur ça. Ok. Doter l'hôpital et maison de retraite de moyens, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de donner des moyens efficaces, que ce soit pour l'hôpital ou que ce soit pour les maisons de retraite. On a vu les problèmes qu'il y a eu dernièrement. Moyens humains? Moyens humains, le matériel aussi, puisqu'il y a eu pas mal de réduction de lits d'hôpitaux. Ouais. Donc depuis des décennies, donc ça serait de redonner vraiment les moyens à notre santé qui est primordial. C'est la priorité pour tous, c'est la santé. Donc, et ce pourquoi nos parents se sont battus. Tout à fait, qu'ils se sont battus, nos anciens, pour ça, et que nous, on est en train de voir disparaître de plus en plus, et puis ça serait de vraiment redonner à la France sa notoriété d'avoir une santé exemplaire. Ok. Et surtout un respect aussi de nos anciens par rapport aux maisons de retraite, où là... aussi, on est parfois sur de la négligence, voire de la maltraitance. Tout à fait. Négligence, maltraitance, qui ne sont pas... Mais c'est pareil, il y a très peu de visites dans ces établissements de façon impromptue. Il y en a beaucoup de façon, tiens, on arrive tel jour à telle heure. Donc là, tout est nickel, on est dans le sourire, dans la joie et la bonne humeur, et on se dit, ouais, cet établissement-là est top. Puis quand on est parti, c'est différent.
Oui, c'est vrai. Et puis il faut combattre, voilà, tout ce qui est les zones comme ici dans la 65e, des déserts médicaux. Là, dernièrement, c'est hier, je parlais avec une personne qui me disait que justement, une maison de retraite, il n'y avait plus de médecins pour assurer les patients. C'est pas normal. Voilà, il faut qu'il y ait un encadrement de personnel médical qui soit là pour être que ça soit une infirmière, que ça soit un médecin qui s'occupe de façon continue dans une maison de retraite. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu agir un médecin en maison de retraite, ou certains médecins, on va pas tous les cataloguer, hein, on est très clair, mais les agissements de certains médecins dans les... C'est vrai que ils agissent en gériatrie, donc c'est vrai que c'est leur cadre de... Bon, après, moi j'appelle ça des distributeurs de médicaments. C'est vrai que voilà. Ça aussi, ça devrait être pris en compte. On devrait le vérifier. Voilà. Il faut pas oublier que ce sont nos aînés. Tout à fait. Qui se trouvent là entre leurs mains et que bien souvent, bah tiens, cette personne a mal là, et un petit coup de crème là, voilà, un petit Doliprane et tout va bien. Parfois, ils se cachent derrière des maladies un petit peu plus importantes qui passent comme ça. Parce que la personne n'a pas été auscultée. Vous savez, avant, c'est pas que je veux dire, mais quand j'ai fait le choix à 17 ans de partir pour faire mes études de droit, parce que j'ai été exempté de passer le bac et je suis rentré directement à la faculté, il a fallu l'autorisation de mes parents à l'université à Aix en Provence, et j'avais soit le droit soit la médecine, parce que je disais que c'était deux emplois où c'était pas un métier, c'était une passion. Voilà. C'est ça. Et je pense que être médecin, avant tout, il faut être passionné. C'est vrai que maintenant, je vois beaucoup de médecins qui, à 17h, ils veulent avoir fini. Alors qu'avant, on avait le médecin de famille qui venait même la nuit. Certains alors, très sincèrement, c'est absolument pas le cas. Et là, je peux parler de la Salvetat-sur-Agout. On a des médecins qui finissent, mais hyper tard, quoi. Oui, il y en a vraiment, certains. Et qui sont vraiment disponibles pour leurs patients. Il y en a. Il y en a. Voilà. Heureusement, on a ceux-là aussi. Mais je voulais quand même souligner il y en a, moi je sais ce qui se passe aussi en maison de retraite ou en EHPAD. Il y en a encore qui sont encore à l'ancienne méthode, et c'est cela qu'il faut privilégier, et c'est vrai que c'est très bien pour ça, qui soit à l'écoute du patient. Et c'est ceci qui doit être envisagé, que ça soit vraiment l'amour de leur activité plus que le profil de la profession. Voilà. Donc il faut vraiment leur réapprendre les fondamentaux quand ils sont à l'école. Oui, puis c'est surtout que la personne qui soit là, je pense que c'est aux enseignants à détecter entre celui qui est passionné et puis celui qui vient là, voilà. Donc c'est à réorienter, et je pense que les enseignants sont là justement, mais pour voir que c'est à l'école qu'on construit la passion d'une telle activité. Ok, vous ne parlez pas sur votre programme du maintien à domicile et des moyens qu'il faudrait mettre en place. Est-ce que vous l'avez pensé? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est une idée, que le maintien à domicile soit envisagé. C'est vrai que bon, là, c'est un condensé. Ça peut aussi désengorger, justement, les maisons de retraite. Tout à fait. Les maisons de retraite, je pense que c'est une solution qui est bien, le maintien, quand on fait des fois une hospitalisation à domicile. Et puis, ça permet à la personne aussi d'être encore chez elle, de pas perdre ses repères. Et c'est pour ça que on est aussi bien sur cette idée de maintien à domicile, et aussi permettre comme la création des maisons de retraite où la personne puisse emporter quelques meubles, qui est aussi son animal de compagnie, qui soit pas obligé de se séparer de son animal de compagnie. Voilà, travailler sur ces idées-là qui permet à la personne de pas d'un coup tout voir disparaître autour de lui avant malheureusement l'ultime départ. Voilà, l'ultime départ. Ok, merci. On va passer au point suivant. Vous ne transigerez pas sur la pollution de l'air, de l'eau. Comment pensez-vous y arriver et par quels moyens? Eh bien, disons, je pense que c'est en réduisant certains les produits. Voilà, il faut réduire les produits nocifs qui permettent, disons, qui entraînent cette pollution.
Et là, je crois que c'est aussi bien tout ce qui est particulier, mais aussi les entreprises, à réduire tout ce qui est nocif à la santé, que ce soit l'eau, l'air, et après ensuite la santé de nous tous. Ouais. À vous parler également des ondes électromagnétiques. Donc ça existe vraiment. Oui, c'est vrai que c'est une évidence. Certains se plaignent des ondes électromagnétiques. Et c'est produit par quoi? Enfin, comment ça se passe? Comment ça arrive? Comment? Disons, certains sont plus sensibles que d'autres à soit des maux de tête, soit des... D'accord, c'est ce type de symptômes. C'est ce type de symptômes qu'ils ont, soit des vertiges, donc voilà, donc c'est souvent maintenant après, voilà, c'est vrai que dans notre quotidien actuel, on vit tous avec le Wi-Fi, le téléphone portable, après, mais je pense que c'est vrai que c'est sensible, tout ce qui est... on est sensible aux ondes électromagnétiques, c'est pour ça que d'ailleurs on dit souvent d'éviter d'avoir trop de systèmes à distance. Ouais, très bien, merci. Donc nous sommes repassés en direct. Super. Donc je suis désolée, veuillez nous excuser pour ce problème technique. Vincent est allé réparer nos antennes. Donc nous n'étions plus en direct, mais nous avons continué l'interview. Nous sommes avec William Rouanet. Justement, Vincent, vous tombez très bien. On va arriver à vos questions. Numéro 5. Alors sur l'agriculture à taille humaine. Donc William Rouanet, comment souhaitez-vous privilégier une alimentation que vous dites végétale, locale, de saison, face à la concurrence déloyale des prix bas des géants de la distribution et des importations des autres pays européens et oui. Comment voulez-vous privilégier, mettre en avant cette alimentation face à tout ce contexte de concurrence Oui, disons, ça sera de revaloriser tout ce qui est l'alimentation locale, de qualité. Et puis c'est surtout, oui, comme là aussi, que je voudrais le rappeler, c'est un contrat social qui sera fait entre, d'une part, créer cette alimentation de qualité et en même temps, disons, de gérer un territoire vivant. Donc ça sera de privilégier tout ce qui est les circuits courts. Okay. Et puis permettre de maintenir aussi les commerces de proximité pour qu'ils puissent proposer cette agriculture qui sera locale. Très bien. Oui, mais concrètement, pour aider les agriculteurs français à être en concurrence face aux géants de la distribution ou aux importations, comment vous allez les aider pour faire face à ça? Disons, ça sera justement à travers comment dire, ce qu'ils vont proposer sera d'une qualité nettement supérieure qui permettra, face à la production mondiale, de montrer que le choix se portera sur nous. Moi, je suis d'accord avec ça. Néanmoins, il faut que ce soit accessible financièrement. On n'a pas tous les moyens d'aller payer sa viande chez le producteur et de choisir ce circuit court. Oui, ça sera de relancer aussi. Alors là, une démarche, le pouvoir d'achat. Voilà, c'est vrai que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. D'un côté, privilégier les circuits courts, et de l'autre, c'est pour ça qu'on veut aussi donner, comme on a dit, une fiscalité. Ça sera dans un point. Voilà, dans un point supérieur où on baissera la fiscalité. Très bien. Donc, on va juste faire une petite pause musicale, Vincent, s'il vous plaît, et on revient juste après. Très bien. Voilà, c'était Johnny Hallyday avec quoi, Vincent? C'était toute la musique que j'aime. Voilà, et on reprend avec vous si vous le voulez bien. Et oui, bien sûr. Donc on parlait d'agriculture à taille humaine, et donc on va continuer sur ce sujet parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs sur nos territoires. Ma question, c'était comment retrouver une souveraineté alimentaire dans le contexte de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de la PAC, la politique agricole commune de l'Europe.
Comment vous vous situez sur cette question? Disons, nous, on est pour une agriculture familiale, donc au détriment de l'industrialisation. Donc ça sera de faire, disons, une agriculture plus saine, avec moins une grande quantité, Ouais. et ça sera surtout la qualité, voilà, qui va nous différencier vis-à-vis de tout ce qui est par exemple la politique agricole commune et tout ça. Donc ça sera de montrer notre différence. D'accord, mais aujourd'hui, la France reçoit beaucoup d'aide de la politique agricole commune de l'Europe, comme beaucoup de pays européens. On resterait dans cette logique-là d'avoir ces aides qui permettent aujourd'hui de faire vivre bon nombre d'agriculteurs. Oui, je pense que c'est tout à fait faisable de maintenir ces aides. Il sera à faire comprendre à nos partenaires que la politique agricole commune est aussi une nécessité de faire de la qualité et retrouver un aspect d'une agriculture plus... pas une aussi grande échelle, parce que la surproduction ne mène pas également quelque chose d'assez utile pour notre écologie, notre environnement, pour nous-mêmes. Voilà. J'entends bien. Et comment justement vous voulez favoriser cette agriculture familiale au détriment de l'industrialisation des pratiques? Alors, disons, ça sera de... Quel moyen? C'est de ça. Oui, concrètement, quelles mesures, comment ça va se mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire? Disons, nous allons faire surtout en veillant à préserver l'autosuffisance alimentaire, voilà, du pays et le revenu des paysans. Voilà, on va revaloriser. Comment vous voulez justement revaloriser ces revenus, les préserver? Vous allez faire quoi? Comment? D'où vous allez prendre l'argent? Est-ce que... disons, ça sera de relancer l'économie de l'agriculture. Ça sera en quelque sorte d'aider, d'augmenter le pouvoir, disons, du ministère de l'Agriculture pour pouvoir augmenter les aides à nos paysans qui feront la démarche pour faire une qualité. D'accord. Donc pour les revenus, donc ce sera plus d'aide encore pour les paysans. Voilà, ça sera encore plus d'aide. Je pense que c'est des priorités où ils doivent être aidés, que ce soit agriculteurs, viticulteurs, ils doivent être aidés dans leur démarche, comme on doit aider les jeunes qui veulent s'installer. Et je pense que c'est quelque chose qui est utile. C'est pas une aide perdue, c'est notre pouvoir, notre devoir en qualité de... Ça a toujours été notre priorité, l'agriculture. D'accord. Merci Vincent, merci William Rouanet. Alors on va passer à présent, si vous le voulez bien, à une paix basée sur la liberté des peuples. Vous veillerez à ce que la France plaide pour une stricte application du droit international. Pensez-vous qu'elle puisse être entendue au niveau international, justement? Oui, je pense que la France a son mot à dire. Mais est-ce qu'elle a ce pouvoir? Oui, la France est un grand pays, même si c'est petit par sa surface, ouais. Mais et a tout le temps été une force au point de vue international, et elle a toujours fait entendre sa voix. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être doit reprendre sa façon de faire, de se faire imposer même face à des grandes puissances. Très bien. Vous plaidez également pour une stratégie de stabilisation de la population mondiale. Ça veut dire quoi? Vous allez demander au peuple de faire moins d'enfants, introduire les moyens de contraception là où la religion l'interdit. Comment ça se passe? Disons, ça sera une stratégie de stabilisation de la population mondiale qui sera fondée sur l'émancipation de la femme, le planning familial. Donc la contraception, soyons ça clairs. sera. Donc on fait moins d'enfants. Tout à fait. Ça sera en quelque sorte. Et la scolarisation sera aussi de tous. Il faudra que tout le monde soit scolarisé.
Et la mise en place d'une assurance vieillesse aussi, on veut mettre. C'est une démarche qui est nécessaire pour garantir la paix et la dignité humaine. On est d'accord, mais là ma question portait vraiment sur vous plaidez une stratégie de stabilisation de la population mondiale. Donc, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, vous demandez aux citoyens du monde de ne plus faire d'enfants, en tout cas de restreindre... Voilà, c'était en quelque sorte fondé sur Voilà. Et voilà, mais on va se retrouver avec certains peuples où il va y avoir un gros problème de religion. La contraception, chez certaines personnes, ça n'existe pas. Oui, mais ça sera de sensibiliser. Voilà, ça sera de sensibiliser pour justement une stabilité sur la planète. Ok. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce souhait de stabiliser? Mais je crois que à l'heure actuelle, vu la Terre a déjà un potentiel où on voit qu'il faudrait pratiquement deux terres et demie pour que tout le monde puisse vivre correctement. Donc c'est vrai qu'une surpopulation, ça entraînerait. C'est pour ça qu'une stabilisation de chacun permettrait de. Ok. Alors l'assurance vieillesse, elle va être payée par qui? Parce que vous parlez d'une assurance vieillesse. Oui, l'assurance vieillesse sera prise sur les budgets, disons, de l'État, et qui se mettront en place de faire une assurance sur pour pouvoir permettre, disons, ça sera une démarche pour garantir, voilà, comme on dit, la paix et la dignité humaine. Donc ça sera de budget de l'État. Sur la dignité humaine, je suis entièrement d'accord avec vous. Néanmoins, la paix, qu'est-ce que ça a à voir avec la paix, l'assurance vieillesse? De garantir aux anciens une qualité de vie. Donc, voilà, donc ça, on parle de dignité, du coup. Voilà. Tout ceci va entraîner que les personnes se sentiront moins lésées, moins dans un... D'accord. Certaines professions ne bénéficient toujours pas d'assurance de maintien de salaire en cas de maladie et de longue maladie. Vous n'en parlez pas. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que... Bon, là, c'est sur lequel vous pourriez vous pencher. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous pourriez vous pencher? On est ouvert à toutes les propositions, après, pour pouvoir permettre que personne ne se trouve lésé en retrait, disons, de la société. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'on a en projet de faire des rapports sur certaines professions. Merci. Vincent, c'est à vous. Oui, alors juste, j'aimerais poser une question toujours concernant ce sujet, sur la paix basée sur la liberté des peuples. Est-ce que vous seriez pour donner l'asile politique à Julian Assange et Edward Snowden, par exemple, ces lanceurs d'alerte qui aujourd'hui sont obligés de fuir leur pays et leurs vies sont en jeu parce qu'ils ont dénoncé justement des affaires. Est-ce que vous êtes au courant déjà de... Oui, c'est vrai. Julian Assange, oui, j'ai suivi. Alors moi, pas du tout. Il s'agit de quoi, Vincent? Alors Julian Assange, c'est les affaires Wikileaks, et Edward Snowden, c'est l'homme qui travaillait pour la NSA et qui a révélé que les Américains écoutaient tous les pays, les gouvernements mondiaux, et que nous étions un peu tous sur écoute en permanence, plus ou moins. Un peu comme chez Radio Salota, on nous écoute. Voilà, exactement, sauf que là, les auditeurs, enfin, nous sommes au courant que nous sommes écoutés, mais... et c'est notre volonté, voilà, ce n'est pas à notre insu. Okay. Écoutez, c'est vrai que c'est une grande question, mais je pense que la France a toujours l'esprit de liberté et de respect et sa liberté d'expression, donc pourquoi pas envisager... D'accord, très bien, c'était juste voilà une petite question sur ce thème. On peut passer maintenant à la question sur votre République exigeante dans sa déclinaison de la démocratie. Donc, vous évoquez dans votre programme que nous sommes dans une démocratie monarchique. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce terme de démocratie monarchique
que vous employez aujourd'hui dans votre programme. Oui, voilà, oui, une république monarchique qui doit céder la place à une république démocratique. Ouais. Voilà, nous sommes pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Donc, c'est de permettre aux citoyens d'être au cœur des décisions. Pourquoi république monarchique? Parce que on a nos gouvernants qui prennent seuls souvent des décisions et qui oublient. Sans consulter. Voilà, sans consulter. Vous n'êtes donc pas satisfait de la démocratie représentative de la Ve République actuelle? Je pense qu'il faut l'évoluer. Je pense qu'il faut améliorer. Et nous sommes, c'est vrai, ils doivent être plus à l'écoute. Ils doivent penser qu'ils ont une fonction qui est de représenter le peuple. Voilà, ils sont pas là pour représenter des intérêts, mais ils sont là pour représenter le peuple. Et c'est ça qui, je crois, toute personne qui fait de la politique doit être sensibilisée sur cette idée-là, de représenter et être à l'écoute des concitoyens. D'accord. Avec le RIC, y aurait-il des sujets à mettre en avant en priorité selon vous? Je pense que tout ce qui est, par exemple, nos institutions, ça serait la principale idée. On est pour un retour, par exemple, du septennat. Et il va y avoir prochainement un clip qui va être mis. Pourquoi? Parce que je pense que 5 ans pour en même temps les législatives, pour avoir fait du droit public, je dirais le septennat était bien parce qu'il y avait souvent la période ça entraînait une politique du président qui pouvait gérer et ensuite il y avait souvent la cohabitation. Là, imaginons qu'on se trouve avec une cohabitation pendant 5 ans, avec un président qui aurait ses pouvoirs qui seraient réduits. Je pense que 7 ans aussi permettrait de gouverner d'une autre façon, parce que souvent, la première année, il sert au président à apprendre le métier. Ouais. Après, il a 5 ans pour gouverner, et puis la 7e année, c'est celle qui rentre en campagne ou la fin de son mandat. Donc 5 ans. Donc sur 5 ans, si vous regardez bien, un président, il ne gouverne que 3 ans, puisque la première année, il apprend le métier, et ensuite il a 3 ans pour gouverner, et puis la 5e année il est en campagne électorale. Donc oui, mais alors quand c'est le peuple qui souffre pendant 7 ans, c'est long. Oui, mais justement c'est pour ça qu'avec le référendum, ça va être un président citoyen. Voilà, le référendum citoyen, ça va être un président qui va être là pour être à l'écoute. C'est ça, c'est devenu long parce que le problème c'est devenu, la politique, un esprit où j'ai le pouvoir, je gouverne. Et c'est pas ça. C'est j'ai une fonction que les gens m'ont attribuée, confiée, voilà, qui vous ont confiée, pour les représenter et surtout les écouter. Et c'est ça la priorité. Je pense que c'est ça. D'accord. Vous souhaitez donc limiter le nombre de mandats exécutifs qu'un élu peut exercer. Ne pourrait-on pas imaginer dans la même lignée l'interdiction pour les personnes ayant un casier judiciaire d'être élues tout simplement? Oui, tout à fait, ça c'est vrai aussi. Je pense que le casier judiciaire doit être pris en considération. Ça devrait être même... casier judiciaire ou affaire en cours, non? Parce qu'on a pas mal de politiciens qui ont quelques petites casseroles. C'est vrai, c'est vrai. Et qui sont malgré tout... quand on fait de la politique, on doit être... irréprochable. Irréprochable. Tout à fait. On doit être puisqu'à nous, citoyens, on nous demande d'être irréprochable. Donc la personne politique doit être exemplaire, c'est ça la priorité. D'accord, très bien. Alors on va passer à un autre sujet, Agnès. Ça y est, vous avez fini, Vincent? J'ai une autre... Allez-y, je vous en prie, on a encore 5 minutes. On a encore du temps. Ouais. Alors sur une économie réaliste et respectueuse des intérêts de chacun, vous dites vouloir relocaliser les entreprises et usines expatriées. Comment concrètement vous voulez réaliser cela dans un contexte mondial ultra concurrentiel avec des taxes et des main-d'œuvre beaucoup plus attrayantes ailleurs? Il va falloir redynamiser notre économie. Ça va être D'accord, et comment? Encore une fois, par notre savoir-faire et notre qualité française, parce que c'est vrai qu'on avait... disons, c'est vrai qu'on a un savoir-faire français qui est de donner le savoir-faire ici,
que ça soit réalisé en France. Et le Made in France, je crois, doit être... Le MAD et non le MADE. Le MAD. C'était avant le fleuron de notre pays. Je crois qu'il doit être retrouvé justement dans ce sens-là. Et la qualité française... Est-ce que c'est suffisant pour justement attirer toutes ces entreprises qui sont parties pour des raisons? Non, après il y aura, c'est sûr, de permettre un allègement peut-être fiscal, d'aider les entreprises à revenir s'installer en France, leur redonner un dynamisme de venir ici. Je pense qu'il faudra revoir tout ce qui est en matière économique. Mais ce sont déjà des entreprises qui initialement basées en France, je parle des industries, avaient eu des aides du gouvernement pour s'installer, voilà, un certain nombre d'aides, et justement pour qu'elles ne partent pas vers l'extérieur. Si je ne dis pas de bêtises, alors non seulement elles ont encaissé ces aides, sont parties, se sont délocalisées, et elles n'ont pas payé d'intérêt. C'est une erreur. C'est ce qui aurait dû... enfin voilà, si nous on avait été aux affaires, je pense qu'il y aurait eu... Voilà, donc les faire revenir, elles savent très bien qu'elles vont payer là si elles reviennent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elles doivent un petit peu de l'argent là. Oui, après bon voilà, il va falloir revoir tout ceci avec les entreprises qui sont dans ce cas-là. Ouais. Mais je pense que c'est une erreur que déjà ils soient partis en ayant touché une aide. Ouais. Et donc c'est déjà une erreur qu'ont fait nos politiques. Et après, alors qu'elles aient perçu les aides, moi j'y vois aucun inconvénient. Non, mais non, elles ont perçu ces aides pour rester en France. Voilà, c'est ça. Percevoir les aides, c'est pour justement qu'ils restent sur notre territoire. Ça, c'est une priorité. D'accord. Et donc vous avez évoqué éventuellement une baisse de fiscalité, une baisse de charges peut-être? Oui, il y aurait une baisse de charges à envisager. Après, la baisse de charges n'amène aucune garantie de création d'emplois. Rien ne vous garantit que les industries ou les films vont redistribuer cet argent dans de l'investissement plutôt que de les donner sous forme de dividendes aux actionnaires qui ça souvent sera peut-être de leur faire comprendre, de les sensibiliser, voire d'imposer de faire de ce système-là, de créer des emplois, et avec l'aide de l'État s'il le faut. Il faudra que l'aide aussi de l'État sera de... Vous pensez pas sincèrement que sensibiliser ces grands pontes, c'est trop peu? Qu'il y a un moment donné où il va falloir s'imposer à je pense que oui, après il y aura tous ces parapluies dorés, c'est comme ça qu'on les appelle? Ou les parachutes. Ah, les parachutes, pardon. Bon, c'est pareil. Il y aura peut-être... c'est ça l'idée. L'idée était là. Oui, je pense qu'avant tout, il faut faire la prévention. Donc je pense qu'il y aura à la sensibiliser. S'ils ne comprennent pas, après il y aura à imposer en quelque sorte une politique pour qu'ils puissent se maintenir en France et puis aussi créer des emplois en France. Eh ben, il y a du pain sur la planche. Ah, de toute façon, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a à tout à reprendre. Hein. Il y a eu beaucoup de choses où la France, il y a eu trop de laisser-aller depuis des décennies, et il y a tout à revoir et redevenir, sans parler de l'ancien temps, mais redevenir un petit peu un fleuron où on était vraiment un pays différent. Et en effet, quand je vous écoute, il nous faut au minimum 7 ans pour y arriver. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Juste une question encore sur la relocalisation des usines en France. Ça présuppose de réinvestir dans le secteur secondaire. C'est un secteur polluant et peu créateur de valeur ajoutée. Comment vous vous positionnez sur ce point? Souhaitez-vous attirer seulement les entreprises à haute valeur ajoutée? Parce que il y a l'exemple de la Chine qui était l'usine du monde anciennement, où on allait tout fabriquer là-bas parce que c'était moins cher. Il y avait une main-d'œuvre qui était très peu chère et qui attirait énormément. Aujourd'hui, elle délocalise énormément en Afrique pour essayer de dépolluer son territoire et privilégier chez elle un investissement dans des entreprises à haute valeur ajoutée. Donc, si vous pouvez nous donner votre point de vue sur ce... Je pense que c'est une mauvaise idée d'aller polluer un autre continent. Absolument. Au détriment du sien. Non, je crois que tous les secteurs peuvent être touchés par l'environnement. Si on suit une politique où il y aura d'un côté des aides qui seront ajustées et qui seront permises sans abus, et puis de l'autre, disons le respect de ne pas polluer plus que prévu en respectant les données qui seront fixées. Et alors comment on fait pour ne
plus polluer plus que prévu? Ah ben, je pense qu'il faudra des contrôles permanents et sanctionner les entreprises qui feront des dépassements. Ouais. D'accord. Dernière question sur ce point. Comment faire pour assurer un partage équitable des richesses au sein d'une entreprise, comme vous l'évoquiez? C'est-à-dire comment empêcher, par exemple, que des actionnaires majoritaires récupèrent et s'accaparent tous les bénéfices aux dépens d'investissements dans l'entreprise et également d'une revalorisation peut-être des salaires des employés? Oui, je pense que ça serait envisager une revalorisation des salaires. Oui, mais justement, comment permettre ce partage équitable, des richesses? Je pense que ça doit être fixé, on doit fixer une loi dans ce sens-là, où le partage doit être équitable et qu'il n'y ait pas un qui profite plus que l'autre. Et parce qu'il faut savoir que c'est vrai que c'est quand même les employés qui font tourner l'entreprise, et donc ils ne doivent pas être lésés. Moi, je pense pas. Je pense que, en fait, il s'agit d'une chaîne. S'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé. S'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de patron. Donc, en effet, une équité, parce que chacun amène sa valeur ajoutée. Tout à fait. Il me semble. Hein. Non, mais c'est vrai que bon, le patron est nécessaire. Le patron est nécessaire parce que c'est lui qui crée l'entreprise, c'est lui qui fait l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est vraiment. C'est peut-être lui qui va diriger, dire comment on peut faire telle ou telle chose, etc. Donc, tout à fait. Je le pense nécessaire. Mais par contre, sans les employés, il n'est personne. Et ne peut rien faire. Voilà, tout à fait. Sans un et l'autre, ils ne peuvent pas. Donc il faut que tous les deux s'entendent, mais aussi qu'ils se respectent mutuellement. Absolument. Et ça passe par le partage du capital. Tout à fait. Oui. Moi j'ai une toute dernière question, Agnès. Et ça fait quatre dernières questions. Oui, mais ça c'est pas. Allez-y, mais on est sur la dernière. La dernière, voilà, c'est vraiment pour conclure, pour terminer. Alors, face au contexte actuel mondial un peu compliqué entre pandémie, guerre et urgence climatique, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les nouvelles générations qui nous écoutent sur Radio Salvetat? Je dirais simplement que pour les générations futures, bon, déjà concernant la guerre, d'éviter tout conflit. Je crois qu'on doit pouvoir trouver le dialogue, sensibiliser les gens à éviter tout conflit. La pandémie, c'est vrai que ça malheureusement, ça a été plus force majeure, donc ça sera au détriment de faire attention, mais ça, on n'est pas à l'abri de nouvelles pandémies. Et après, concernant d'être sensible pour les générations futures à l'écologie, à l'environnement, et de voir que c'est quand même de la responsabilité de tous et que c'est nécessaire. Sans imposer, c'est ce qui donne le dynamisme à l'ensemble de la vie. Très bien, merci William Rouanet de nous avoir répondu à nos questions. Alors, moi, j'ai du coup pas fini parce que j'avais une toute dernière question. Je t'en prie. On va évoquer le 9e point, si vous le voulez bien, de votre profession de foi, une fiscalité allégée pour gagner du pouvoir d'achat. Donc, vous proposez de réduire à 5,5 la TVA sur l'énergie, le gaz, l'essence et l'électricité. Tout comme pour les produits alimentaires de nos animaux de compagnie. Actuellement, on est sur quoi comme TVA? Pour le gaz, l'électricité, etc. On est à 20%, non? 19. 19. Je sais pas du tout. On est à 19. Je sais pas. Ouais. Alors, donc c'est pour ça que ça serait de réduire à 5 okay. de taxes. Disons, ça serait en quelque sorte déjà une allégée. Ouais. Ça permettrait un meilleur pouvoir d'achat pour les gens. Et puis également, comme c'est marqué, nous baisserons les charges entrepreneuriales sur les salaires afin de favoriser la création d'emplois. Ouais. Aussi. Mais du coup, vous avez fait un bref calcul du gain réel de cette baisse de TVA?
disons on n'a pas fait de calcul précis, mais de toute façon c'est une nécessité, parce que bon, par exemple sur les produits de première nécessité, je pense qu'on doit réduire la TVA pour permettre d'éviter, comme là à l'heure actuelle, l'inflation qui continue à monter, les prix qui continuent à monter, il arrive. Mais vous pouvez pas les bloquer, ces prix. Il n'y a pas un moment où on va dire ça c'est stop, on dépassera pas. TVA ou pas TVA. Il y a des possibilités, c'est au gouvernement qu'il faudrait envisager de voir, de faire peut-être arrêter à un niveau, mais... Parce que, je veux dire, si on arrive à un prix de l'essence à 4 euros, c'est complètement fictif. Je pense qu'il sera envisagé... Mais qu'on n'est qu'à 5, qu'à 4 ou 5,5 de TVA, on sera quand même à un prix exorbitant. Et on est déjà sur un prix exorbitant. Tout à fait, surtout que... J'écoutais ce matin à la radio et je crois que le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, disait que le pic de l'inflation sera d'ici un an et demi. Ah bah youpi. Donc ça fait, ça sera assez grave. On prévoit de très jolis mois à venir. Voilà, donc je pense qu'il y aura des nécessités, ils seront obligés de prendre des mesures exemplaires pour arriver à bloquer au moins certains prix, surtout ceux qui sont de première nécessité pour tous. Vous baissez les charges entrepreneuriales pour favoriser l'augmentation des salaires. Non, c'est pas ce que vous dites d'ailleurs, ça c'est moi qui le dis. Je vous demande si c'est pour favoriser l'augmentation des salaires ou si c'est juste entrepreneurial, de façon à ce que les entrepreneurs puissent avoir des ouvriers, des salariés. Non, ça sera, oui, en priorité d'avoir surtout de créer des emplois. Oui, il y a combien l'emploi? Parce que, on parle aussi de ça. En ce moment, il semblerait que on ait beaucoup de mal à recruter du personnel et personne ne se pose la question de savoir pourquoi, alors que le job existe, le job est là. Oui, il sera de revaloriser le SMIC. Ça, ce sera une priorité. Ah, merci. C'est déjà bien. À combien? Je pense que il sera vu le taux d'inflation, vu tout ce qui se passe, il faudra au moins envisager une moyenne de 200 € de plus par mois pour que les personnes... En brut ou en net? Parce que du coup, c'est pas la même. Hein. Oui, ça sera pas la même. Mais je pense que en net, ça serait l'idéal parce que souvent les personnes n'arrivent pas à finir leur fin de mois. On le voit à partir du 15 de chaque mois. C'est déjà la fin du mois. C'est déjà la fin du mois. Donc il va falloir là aussi arriver à un système. Je pense qu'il faut réduire les dépenses sur certains secteurs, peut-être le train de vie. Et puis après, non mais attendez, là c'est toujours aux mêmes qu'on demande. Ah non, ça ne sera pas aux gens. Je parle moi d'accord. Vous parlez du train de vie des entrepreneurs. Voilà, des entrepreneurs et donc peut-être l'État aussi à réduire ses coûts. Voilà, ses coûts, et donc automatiquement ça permettra. Redemander encore à réduire aux gens, c'est quasi impossible. On leur demande des efforts, et les autres n'en font pas à côté, ça va pas. Je ne sais pas s'il n'en faut pas, mais quoi qu'il en soit, le peuple n'en a pas l'impression. Voilà. Disons, je pense pas qu'ils font les efforts nécessaires pour arriver au niveau du peuple. Voilà. Ouais. Quel serait le seuil, salarial acceptable pour vivre dignement? Et c'est pas le SMIC. Vraiment, je pense qu'il par mois. Mensuel. Donc si vous faites une augmentation de 200 € net, allez, on est à 1380. Oui, ça ferait dans les 1500. En gros, on serait bien loin, oui, on va dire. Et avec l'inflation qu'on subit, on est déjà encore bien loin. Ouais. C'est vrai que ce serait un effort déjà pris sur une première année et après à permettre aux gens de bénéficier déjà de tarifs qui soient moins élevés sur certains produits. Mais c'est vrai que ça serait, on voit bien qu'il faut au moins un salaire de 2005. On est bien là. Voilà, pour arriver à avoir un mois correct. Parce que sinon, mais vivre dignement et pas être dans la survie. C'est ça. Parce que là, on a plus l'impression que les gens, nombre, sont sur une survie et pas sur une vie, quoi. Ah oui, les gens, maintenant, c'est la survie avec le prix
tout ce qui augmente, même l'essence, tout ça, on voit bien que même pour Bah, aller travailler... l'essence, les tomates, tous les produits... l'huile, le pain, et on peut pas en vouloir à nos boulangers, parce que ça augmente, la matière première augmente aussi pour eux. Il faudrait que les salaires augmentent en rapport de l'inflation. Mais bien sûr. Ouais. Bien entendu. Oui, ça serait... moi, je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, on n'est pas au pouvoir. Ouais. Après, voilà, quand on serait au pouvoir, je vous dirais, on va faire des efforts pour arriver, et puis au terme de 5 ans, de permettre aux gens d'avoir une qualité de vie nettement meilleure. Maintenant, ce sont nos gouvernants, pour l'instant, qui prennent les mesures. Espérons le mieux possible pour nous, pour nos concitoyens. Merci William Rouanet d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que vous souhaitez évoquer un autre point, je ne sais pas, parler d'autre chose? Bah écoutez, je dirais simplement à vos auditeurs d'aller voter. C'est l'essentiel, voilà. Le 12. Le 12 et le 19, voilà, qu'ils aillent voter. Et puis qu'ils fassent leur choix en toute... à mes consciences. À mes consciences, voilà. Maintenant, essayer d'éviter un taux d'abstention assez important. Et puis après, bon, ben, s'ils veulent faire le choix de l'écologie, c'est avec plaisir. Qu'ils peuvent vous rejoindre. Tout à fait. Absolument. Vincent, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est tout bon pour moi. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous et bonne journée. Bye bye.